Salut les lectrices et les lecteurs! Salut! 2025 est terminé et il est temps de faire le bilan. Mais avant tout, je vous souhaite une très belle année 2026 emplie de joie, d'aventure et de bonne lecture. Bonne année! Cette année, j'ai décidé de vous embarquer dans une rétrospective un peu spéciale. Mois après mois, je vais vous parler d'un coup de cœur, d'une déception et des livres que j'ai abandonnés. Parce que oui, parfois, on abandonne et c'est pas grave. Tu vas m'abandonner? Non, Non, pas d'accord. tout de suite. Ah, Allez, c'est parti pour ce voyage livresque à travers 2025. Et lorsque je précise pas le trouillomètre, c'est qu'il est à 1 sur 5, même pas peur. On commence l'année avec un classique. En janvier, j'ai écouté en audio Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. On y suit 4 sœurs, Meg, Jo, Bess et Amy, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Leur père est parti comme médecin à la guerre et elles doivent se débrouiller avec leur mère. Alors oui, dit comme ça peut paraître un peu vieillot. Mais ce qui m'a conquise, c'est l'attachement que j'ai ressenti pour chacune des sœurs. Elles ont toutes un caractère bien trempé, des rêves mais aussi des défauts. Jo notamment, avec son côté rebelle et indépendant, m'a beaucoup touchée. Et puis j'ai trouvé ce roman étonnamment avant-gardiste pour l'époque. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un classique qui a très bien vieilli et qui m'a beaucoup plu. c'est comme toi, t'es classique, t'as très bien vieilli, mais tu me plais beaucoup. Je suis pas un coup de cœur. Mais t'as un coup de cœur aussi, bien sûr. Bon ben ça va alors. Côté déception, on a Super méchant débutant de John Scalzi. Le pitch était pourtant prometteur. Charlie, un gars un peu paumé, hérite de son oncle. Sauf que l'héritage, c'est pas un appartement, mais une base secrète de super vilains avec des dauphins augmentés et des chats qui parlent. Ça avait tout pour me plaire. Mais le souci, c'est que l'humour n'a pas vraiment fonctionné sur moi. J'attendais quelque chose de plus décalé, de plus mordant. Au final, c'était une lecture correcte, mais j'en attendais tellement plus. Et en janvier, 2 livres sont passés à la trappe. Les cherchez pas à l'écran parce qu'en fait, ils sont cachés dans la poubelle. Oui, celle-là. D'abord, tous les Mayas sont bons. Je l'avais choisi pour mon challenge Un mois, un pays car il se passait au Belize. Mais voilà, c'est un livre d'aventure et ce genre n'est tout simplement pas pour moi. Donc, pas de regret. Ensuite, Les ombres d'Adélaïde Hills. Là, c'est le style qui n'est pas du tout passé. J'ai pas accroché et j'ai préféré passer à autre chose plutôt que m'acharner. En février, j'ai fait une découverte qui m'a complètement happée. Mon coup de cœur de février, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. On suit Félicité et Agonie, 2 sœurs jumelles aux pouvoirs étranges. L'une parle aux fantômes, l'autre crache des papillons destructeurs quand elle ouvre la bouche. Après 30 ans de silence entre elles, la mort de leur mère les réunit pour une quête. Mais je n'en dirai pas plus, car sur cette chaîne, on ne spoil pas. Ce roman, c'est du réalisme magique avec une ambiance gothique, parfois glauque, parfois poétique. Le style est très particulier entre conte et langage parlé. C'est le genre de livre qu'on adore ou qu'on déteste. Et moi, j'ai adoré. Je me suis laissée porter par cet univers bizarre et fascinant. Si vous aimez les atmosphères étranges et les histoires de famille avec des secrets, foncez. Mais côté trouillomètre, l'ambiance parfois glauque l'a quand même fait monter à 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. Ma déception, c'est mon mari. Ah ouais, ta déception, c'est ton mari, John. Je suis sûre qu'il va être ravi de l'entendre. Oh. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Négarose. Et tu nous avais pas manqué. Dans ce roman de Maud Ventura, on suit une femme toujours follement amoureuse de son mari après 15 ans de mariage. Sauf que son amour vire à l'obsession. Alors oui, c'était intriguant. Mais l'héroïne m'a tellement agacée avec ses comportements borderline, d'autant plus qu'on est dans sa tête tout le temps. Et surtout, il y avait beaucoup de répétitions de situations et ça faisait redondant. La fin m'a pas surprise du tout. Alors certes, il s'est lu vite, mais j'en garde pas un souvenir mémorable, sinon un vague, tout ça pour ça. En février, j'ai abandonné 3 livres. D'abord, Inventaire fatal. J'avais déjà pas trop adhéré au tome 1, Succès mortel, et ce tome 2 m'a pas fait changer d'avis. Parfois, insister vaut le coup, comme mon aventure avec le commissaire Adamsberg, qui avait mal commencé pour finalement devenir une grande passion, mais là, ça l'a pas fait avec les romans de Miranda James. Ensuite, Bienvenue chez les Corrigans. Là, c'est pas vraiment la faute du livre, j'étais juste pas dans le bon mood à ce moment-là. Je le retenterai une autre fois. Et enfin, Hadès et Perséphone, tome 2, A Touch of Ruin. J'avais trouvé le tome 1 sympa, mais c'est pas un genre qui me parle vraiment.
Le destin des personnages m'intéressait pas assez pour continuer. Mars a été un mois riche en lecture avec une belle découverte en science-fiction. Mon coup de cœur de mars, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. On suit Rosemary, une jeune humaine qui fuit sa famille d'escrocs et se fait engager comme greffière sur un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, aux côtés d'un équipage multi-espèces. Des tunnels dans l'espace? Ça m'intéresse. Ce que j'ai adoré dans ce livre, ce sont les personnages. Ils sont tous incroyablement attachants et bien construits. On prend le temps de les découvrir, de comprendre leur histoire, leurs relations. C'est de la science-fiction, oui, mais avec un côté presque cosy qui a quand même son lot d'aventures et de rebondissements. Ce livre m'a vraiment touchée, et donc si vous cherchez un space opéra différent, plus humain, foncez. Mention spéciale aussi pour la BD féministe Ils abusent grave, à lire, à relire et à offrir. Ma déception, c'est le recueil de nouvelles Lady Astronaut de Mary Robinette Kowal. Alors attention, j'adore la trilogie Lady Astronaut. Les romans Vers les étoiles, Vers Mars et Sur la Lune ont été d'absolus coups de cœur. Mais le recueil de nouvelles Lady Astronaut m'a laissé mitigée. Déjà, j'avais pas compris que c'était un recueil de nouvelles, ce qui a perturbé ma lecture. Ensuite, sur les 5 nouvelles, 2 sont vraiment chouettes, mais les autres sont beaucoup trop techniques. Dans un roman, ça passe parce que y a un équilibre avec l'action. Dans une nouvelle, ça prend trop de place. Bref, si vous voulez découvrir cet univers et cette autrice, je vous conseille les romans. L'autre livre à éviter, c'est #balance ton porc. Certes, ça parle de l'origine du hashtag, mais ça m'a plus fait l'effet d'une croisade personnelle sans grand intérêt. D'autres livres féministes valent plus le coup sur ce sujet. En mars, j'ai abandonné un seul livre, L'homme est la plus belle des villes. Je l'avais choisi pour mon challenge Un mois, un pays, cette fois sur l'Érythrée, mais le style et l'intrigue étaient vraiment trop particuliers pour moi. Je comprenais pas grand-chose à ce qui se passait, alors j'ai préféré lire un autre livre pour ce pays. Avril a été le mois des découvertes cosy et des déceptions fantastiques. Mon coup de cœur d'avril, c'est The Art of Flowers de Liz E. Myers, le tome 1. On suit Capucine, qui tient un café-librairie dans un petit village américain qui s'appelle Flowers. Jusque-là, rien de très original. Sauf que Capucine voit des fantômes. Et ces fantômes viennent lui demander de l'aide, comme si elle était le SAV de l'au-delà. J'ai adoré ce cozy murder fantastique. L'ambiance est légère. Les fantômes apportent des situations comiques, il y a un petit triangle amoureux sympa, et une enquête qui se laisse dévorer. C'est exactement le genre de lecture détente dont j'avais besoin, et j'ai hâte de lire la suite. Mention spéciale pour De bonnes raisons de mourir, un polar bien sombre qui parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que j'ai beaucoup aimé. Ma déception, c'est Le livre du désert de Mo Hayder. Le pitch était pourtant prometteur. D'un côté, une ado américaine obsédée par les déserts qui a des hallucinations, et de l'autre, un groupe de personnages coincés dans un désert fantastique poursuivis par des créatures assoiffées de sang. Le problème, c'est qu'après une première partie captivante, la deuxième moitié du livre est bourrée de longueur. En plus, il y a trop de personnages dans le cirque et j'arrivais pas à m'attacher à eux. Et surtout, la fin est frustrante parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Et comme l'autrice est malheureusement décédée, il y aura probablement jamais de suite. Et c'est dommage parce que l'idée de base était vraiment intéressante. Le trouillomètre, par contre, lui, est monté à 2 sur 5 avec pas mal de suspense et quelques scènes très graphiques. En avril, un livre a atterri dans la poubelle. La chute du soleil de fer de Michel Bussy. J'aimais bien le cadre post-apocalyptique de ce roman jeunesse, mais l'intrigue progressait beaucoup trop lentement. Et surtout, il y avait tellement de personnages que j'ai réussi à m'attacher à personne. Résultat, beaucoup d'ennuis et un abandon. En mai, en plus d'avoir eu plein d'excellentes lectures comme Migration, Encre fauve ou La forêt des disparus, j'ai fait une de mes plus belles découvertes de l'année. Mon coup de cœur de mai, et clairement un des meilleurs livres de mon année, c'est Pachinko de Min Jin Lee. On suit 4 générations d'une famille coréenne, depuis 1910 en Corée jusqu'en 1989 au Japon. Tout commence avec Sunya, une jeune femme qui tombe enceinte d'un homme marié et dont le destin va la mener au Japon. C'est une fresque familiale absolument magnifique. Je me suis énormément attachée à cette famille, à leurs galères, à leurs espoirs. Au fil des pages, on découvre l'histoire avec un grand H. L'occupation japonaise de la Corée, la Seconde Guerre mondiale et surtout la place des Coréens au Japon, qui était vraiment pas simple. Malgré la longueur du roman, j'ai pas vu le temps passer. Cette famille, je l'oublierai pas de sitôt. Ma déception, c'est Flic au père, le tome 2 de la série Panthère grise de William Crépin. Le concept est sympa,
Des mamies qui se retrouvent mêlées à des enquêtes policières avec humour et décalage. Ça se passe en France et c'est du cozy crime. Sauf que voilà, j'avais déjà pas vraiment accroché au tome 1 et ce tome 2, a pas arrangé les choses. Il me manque un supplément d'âme. L'ambiance prend pas, l'intrigue me captive pas. Du coup, j'ai décidé d'abandonner cette saga. Parfois, il faut savoir dire stop, surtout quand on a déjà 50 sagas en cours. Pas d'abandon en mai, parce qu'en mai, lis ce qu'il te plaît. En juin, j'ai eu un énorme coup de cœur qui m'a laissé en larmes. Ce coup de cœur, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. On suit Abigail, une femme qui vit recluse dans un couvent depuis plus de 20 ans. Elle a oublié une grande partie de sa vie d'avant, notamment l'événement qui l'a poussée à se retirer du monde. Ce livre m'a bouleversée. La construction alterne entre présent et passé, journal intime et séance chez le psy, et ça rend le récit incroyablement intriguant. Les personnages sont ambigus, attachants, et l'histoire aborde des thématiques difficiles comme les violences conjugales et intrafamiliales. J'ai passé la dernière partie du livre en larmes, donc un roman fort, révoltant, mais aussi beau et lumineux, avec beaucoup de suspense. J'ai aussi eu de très bonnes lectures en juin avec Sauveur et Fils, un roman jeunesse à la fois drôle et touchant, un clafoutis aux tomates cerises, le quotidien tendre et nostalgique d'une vieille dame, et l'OVNI, une fièvre impossible à négocier, un roman coup de poing au style à part. Ma déception, c'est Quelqu'un d'autre, de Guillaume Musso. L'histoire se passe sur la Côte d'Azur avec un yacht, une héritière italienne assassinée, un mari pianiste séduisant, une jeune maîtresse. Vous voyez le tableau. Bon, disons-le, j'y arrive plus avec cet auteur. J'ai pas accroché au cadre de l'histoire, les personnages m'ont pas touché et j'ai trouvé le thème un peu facile. Alors ok, ça s'écoute bien en audio, mais ça m'a rien fait. Ça m'a moins provoqué d'émotion que de regarder un arbre pousser, pour vous dire. Je contemple la force de la nature. Je pense que Musso, il a été remplacé par une IA. Peut-être qu'il devrait, ça ferait des meilleurs livres. Musso, GPT, Musso, GPT. En juin, j'ai abandonné un livre, La verticale du fleuve. Je l'avais choisi pour mon challenge Un mois à un pays sur le Honduras. L'autrice aborde des thèmes sociétaux importants sur le pays et le fond était intéressant, mais il y avait beaucoup trop de détails, c'était hyper lent et au final, ennuyeux. Dommage. Juillet a été un mois de voyage littéraire avec une destination qui m'a particulièrement marquée. Mon livre favori de juillet, c'est Pour que chantent les montagnes de Kemal Nguyen Phan. On suit une famille vietnamienne sur plusieurs décennies de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Vietnam et ses conséquences. Le récit alterne entre Wong, une petite fille qui grandit sous les bombes américaines, et sa grand-mère, Diolan, qui lui raconte sa jeunesse. Ce livre est une vraie pépite. J'ai appris énormément de choses sur l'histoire du Vietnam, un pays dont je connaissais finalement très peu l'histoire récente. Mais au-delà du côté historique, c'est l'attachement à cette famille qui m'a touchée. Les femmes sont mises à l'honneur avec une résilience incroyable. C'est touchant, sans être tire-larme, instructif, sans être ennuyeux. Une très belle découverte. Ma déception, c'est Le tableau du maître flamand d'Arturo Pérez Reverte. Sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Un tableau du XVe siècle avec une inscription mystérieuse, une partie d'échecs en cours, un meurtre à élucider, le genre d'intrigue qui me fait vibrer d'habitude. Sauf que je me suis prodigieusement ennuyée. Il y a beaucoup trop de détails sur les échecs, sur l'histoire de l'art, sur la peinture. Tout ça a complètement anéanti le rythme. L'enquête arrive très tard et les personnages ne m'ont pas intéressée. Bref, ennui mortel. Encore. Vraiment dommage parce que le concept était prometteur. Pas d'abandon en juillet, mais clairement, j'aurais mieux fait d'abandonner Le tableau du maître flamand. Août a été un mois exceptionnel avec non pas un, mais 2 coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est Le cercle de Lady Tan de Lisa Si. On suit Yun Qian, une jeune femme dans la Chine du XVe siècle qui se passionne pour la médecine des femmes grâce à sa grand-mère. Ce roman est inspiré de l'histoire vraie d'une femme médecin de l'époque. J'ai été absolument passionnée par cette lecture. On découvre la vie des femmes en Chine à cette époque, la tradition du bandage des pieds, les concubines, mais aussi la médecine chinoise avec ses termes poétiques, comme le palais de l'enfant pour l'utérus ou le pot à miel pour le pot de chambre. En train de perdre John, il va s'évanouir. L'héroïne cherche pas à révolutionner sa condition, elle fait avec. Et c'est justement ça qui rend son histoire si touchante.
Un vrai coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Satoru doit se séparer de Nana, son chat adoré. Commence alors un voyage à travers le Japon pour lui trouver un nouveau foyer. Mais attention, le narrateur c'est le chat et Nana a un sacré caractère. J'ai ri et j'ai pleuré. Ce chat au caractère bien trempé, parfois drôle, parfois philosophe, m'a complètement conquise. C'est du feel-good japonais comme je l'aime. Léger en apparence, mais profondément émouvant. Mention spéciale aussi pour Filles de la mer, un roman bouleversant sur un pan historique de la Corée et la mise en avant des femmes de réconfort en Mandchourie. Ma déception, c'est Une soupe à la grenade de Marsha Mehran. 3 sœurs iraniennes fuient leur pays et ouvrent un café-restaurant dans un petit village irlandais. Sur le papier, j'adorais le concept. Vous voyez le thème récurrent du concept qui me plaît et qui au final c'est une déception? Moi je le vois. De la cuisine persane, des recettes à chaque chapitre, un côté feel good. Sauf que j'ai pas accroché au style. Et surtout, j'ai trouvé un déséquilibre entre le côté chaleureux du café et la violence du racisme que subissent les sœurs. Je m'attendais à quelque chose de plus léger ou au contraire de plus engagé. Mais ce mélange des deux n'a pas du tout fonctionné pour moi. L'odeur des clémentines grillées était pas foufou non plus, car j'ai pas adhéré au style, mais comme j'en attendais rien de spécial, c'était moins décevant, on va dire. En août, j'ai abandonné Le silence d'Isra, et attention, c'est pas parce que le livre était mauvais, au contraire, je l'aimais beaucoup, les thématiques étaient très intéressantes, mais je venais d'enchaîner plusieurs livres assez durs et déprimants, et celui-ci était celui de trop pour mon petit cœur. Donc je le reprendrai dans le futur, promis. Septembre a été marqué par un livre qui m'a bouleversée. Encore un. Mon coup de cœur de septembre, c'est Si je dois te trahir de Ruta Sepetys. On est à Bucarest en 1989 sous le régime de Ceausescu. Christian, un lycéen de 17 ans, rêve de poésie et de cinéma américain. Un jour, il est convoqué par la Securitat, la police secrète du régime, qui lui donne un choix impossible. Devenir informateur ou perdre sa famille. Ce livre m'a bouleversée. Christian représente à la fois l'espoir de tout un peuple et toutes les difficultés de cette époque. Ce tiraillement entre lutter contre le pouvoir ou se plier aux règles pour survivre, pour protéger les siens. La suspicion qui s'immisce partout, jusque dans les appartements, dans les familles. J'ai eu peur pour lui, j'ai ressenti son espoir d'être libre. Et surtout, c'est pas de la fiction. De vraies personnes ont vécu ça. J'en ressors avec un immense respect pour le peuple roumain. J'ai aussi une mention spéciale pour Cher Royal d'Hélène Ducrot, un conte carnivore complètement décalé, drôle et original. Ce roman aborde le végétarisme et le féminisme avec subtilité. Un petit coup de cœur. Ma déception, c'est Petit éloge de la Belgique de Grégoire Pollet. Je m'attendais à découvrir la Belgique moderne avec des descriptions poétiques de lieux, d'ambiance. Le début était prometteur avec de jolies métaphores sur le brouillard belge. Mais très vite, l'auteur part sur la Première Guerre mondiale et sur des artistes que je connaissais pas du tout, ou pas beaucoup. Sans contexte historique ni connaissance de ces peintres et écrivains, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Et en plus, que des hommes. La Belgique n'aurait eu que des artistes masculins peut-être? J'en doute fortement. Bref, grosse déception, c'était pas du tout ce que j'attendais. Heureusement, pas d'abandon en septembre. En octobre, j'ai retrouvé un univers qui me fait un bien fou avec un coup de cœur pour le diptyque de Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages, lu en septembre, et une prière pour les cimes timides, lu en octobre. On est sur Panga, dans un futur où les robots ont développé une conscience. Les humains leur ont rendu leur liberté et ils vivent désormais dans la nature. Frère Dex, un moine de thé, décide un jour de changer de vie et part à l'aventure. C'est là qu'elle rencontre Omphale, un robot qui a une question à poser aux humains. De quoi avez-vous besoin? Avec ces 2 petits romans de cosy SF philosophique, il n'y a pas eu d'action trépidante, pas de méchants à combattre. Juste 2 personnages attachants qui discutent, qui réfléchissent au sens de la vie, qui traversent un monde lumineux et doux. C'est du hop-punk, de l'utopie, un vrai doudou littéraire. J'ai adoré. Mention spéciale pour Les ombres du Gévaudan de Coralie Dupérin, qui est un roman historique et d'aventure sur la bête du Gévaudan que j'ai adoré. Ma déception, c'est Le château des trompe-l'œil de Christophe Bigot. Le début était pourtant prometteur. Une ambiance étrange dans un château près du Mont Saint-Michel, un jeune notaire convoqué pour recueillir les dernières volontés d'une mystérieuse baronne. Mais quel ennui! Les passages historiques étaient beaucoup trop longs et lourds pour moi, amenés de manière pas du tout fluide. Il y avait trop de personnages,
emmêlés sur plusieurs générations, j'arrivais plus à suivre. C'était peut-être tout simplement pas pour moi. En octobre, 2 livres ont atterri dans la poubelle. D'abord, 10, j'ai pas du tout accroché au personnage et j'aimais pas l'ambiance qui se profilait. Ensuite, Station 11, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent, il se passait pas grand chose et j'arrivais pas à comprendre où l'autrice voulait nous emmener. Novembre a été le mois des classiques avec une vraie pépite. J'ai eu un coup de cœur absolu avec le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Edmond Dantès, un jeune marin innocent, est jeté en prison suite aux intrigues de rivaux jaloux. Après 14 ans d'enfermement, il s'évade et revient pour se venger. Vengeance! Ce classique est absolument incroyable. J'ai été passionnée de la première à la dernière minute de ce livre audio. Malgré la longueur du roman, je l'ai dévoré. On suit la transformation d'Edmond de l'innocence à la vengeance. Les personnages sont complexes, les intrigues politiques et financières sont fascinantes et l'écriture est étonnamment moderne pour l'époque. Un coup de cœur que je relirai probablement dans le futur en version papier. J'ai aussi une mention spéciale pour Félicratie de H. Lenoir. Des extraterrestres ont envahi la Terre et gardent les humains survivants comme animaux de compagnie. Leur seul point faible, les poils de chat. C'est drôle, décalé, plein de références pop culture et pourtant ça aborde des thèmes forts avec subtilité. Une fois de plus, j'ai adoré. Et côté décalé, j'ai aussi beaucoup aimé Piranèse, un roman surprenant que je vous conseille. Ma déception, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan. On suit Xin Yin, fille de la déesse de la lune, qui part libérer sa mère prisonnière de l'empereur céleste. L'univers de fantasy chinoise était prometteur, mais le rythme était trop mou. Le triangle amoureux prenait trop de place et je me suis pas mal ennuyée entre les pérégrinations mentales de l'héroïne et les batailles interminables. Au final, c'était assez bof, mais c'était peut-être juste pas vraiment pour moi. En tout cas, je lirai pas la suite. En novembre, j'ai abandonné 2 livres. D'abord, La cité des nuages et des oiseaux. Le début correspondait pas du tout à ce que j'attendais en lisant le résumé. C'était trop nébuleux. Du coup, si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup que je retente. Ensuite, Les tables des Templiers. Même problème, ça correspondait pas vraiment au résumé et j'aurais peut-être dû insister une fois de plus. On termine l'année en beauté avec un pavé que j'ai adoré. Mon coup de cœur de décembre, c'est 22-11-63 de Stephen King. J.K. Ping, un professeur d'anglais, découvre une fissure dans le temps qui le ramène en 1958. Sa mission, empêcher l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. 1000 pages. 1000 pages et je les ai dévorées sans voir le temps passer. Je me suis laissée happer par les aventures de Jake dans le passé, par cette Amérique des années 50-60. Les difficultés qui s'opposent à lui m'ont tenu en haleine. Le concept de voyage dans le temps est passionnant. Le passé est un personnage à part entière. Et la fin est incroyable et émouvante. J'ai versé plusieurs larmes. Si vous avez envie de découvrir Stephen King, mais que l'horrifique vous fait peur, foncez sur 22-11-63. Je vous conseille aussi la BD Ne jamais couler, que j'ai beaucoup aimé et qui aborde la grossophobie, entre autres. Et aussi, si vous n'avez pas encore commencé la série Les Chroniques de Sainte-Marie, 2026 est l'année où vous devez la tenter. Entre rire, aventure, voyage spatio-temporel, histoire avec un grand H et personnages hauts en couleur, c'est ma saga en cours qui me passionne le plus. Ma déception, c'est Noël aux 4 cafés de Rachel Rowlands. Des chats mignons, des chocolats chauds, des guimauves, un bar à chat décoré pour Noël. Sur le papier, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour les fêtes. Sauf qu'on aurait dû appeler ce livre La déprime de Noël aux 4 cafés. Le personnage masculin a perdu son chat 2 semaines avant et en parle tout le temps, ce que je peux comprendre. Mais du coup, à chaque fois, j'étais en larmes. Le personnage féminin a coupé les ponts avec son frère alcoolique et manipulateur. Bref, des thèmes beaucoup trop lourds pour un livre de Noël. En tout cas, selon ma vision des livres de Noël. C'était ni léger, ni drôle, ni festif. Grosse déception et grosse déprime. En décembre, j'ai encore abandonné 2 livres. D'abord, Nord et Sud. Ce classique était un peu trop lent et les thématiques m'ont pas vraiment parlé. Ensuite, l'année où Pigafetta boucla son tour du monde. Malgré le côté original d'avoir une sandale pour narrateur, j'ai trouvé ce récit beaucoup trop embrouillé. Même en m'étant renseignée sur le pays, le Timor-Leste, je comprenais rien et j'arrivais pas à situer le récit dans l'histoire du pays. Le narrateur, c'est une sandale, t'as pas compris quoi?
Ben, c'est peut-être ça le problème. Une sandale qui fait de l'histoire, il y a un problème. Et c'est une seule sandale, c'est pas une paire, Ah, c'est une seule. c'est une seule. Des fois, elle parle avec l'autre sandale de l'autre pied et elle s'engueule. Parce qu'elles n'ont pas la même vision du monde. C'est perché ton truc. Ouais, c'était peut-être un peu trop perché. Mais c'est dommage, le concept c'était vraiment cool, mais non, ça n'a pas marché. Et voilà, c'était ma rétrospective livresque de 2025. Bravo. Une année riche en découvertes avec des coups de cœur, comme Pachinko, le Comte de Monte Cristo ou 22 en 63, mais aussi quelques déceptions et pas mal d'abandons. C'est ça aussi la vie de lectrice. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous, est-ce que vous avez eu des coups de cœur en 2025 ? J'espère que oui. Et des déceptions ? J'espère que non. Je suis curieuse de vous lire quoi qu'il en soit. Et si vous voulez découvrir d'autres lectures, je vous invite à regarder ma vidéo « Ma vie en livre » où je vous parle des livres qui m'ont marqué à différentes étapes de ma vie. Le lien est juste là. On se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques. À très bientôt. Ciao. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo aussi, hein. Faites comme Ididion.